Als nächste Referent begrüße ich Madame Apolline Garnier. Es geht heute echt Technik von der Bewässerung. Und da stelle ich eine kurze Frage. Und ja, als Technik, wie ist es mit dem Vortrag? Also, es wird live gestreamt von Bordeaux aus. So. Ich kriege ein Okay. Und Madame Garnier, je vous laisse la parole. Merci. Bonjour à tous. Est-ce que la présentation va se mettre toute seule? Voilà, super, c'est bon, je la vois. Merci beaucoup. Tout d'abord, je vous remercie énormément pour l'invitation à participer à cette conférence et puis au sujet de l'irrigation, qui est un vaste sujet, mais qui est quand même très intéressant. Donc je vais me présenter rapidement. Donc Apolline Garnier, je suis ingénieure en viticulture et œnologue depuis 2018. Et donc cela fait maintenant 3 ans que je travaille chez Fruition Science en tant que responsable du service irrigation et de la mesure du déficit hydrique. Voilà. Et donc j'ai l'honneur de pouvoir accompagner des viticulteurs, alors principalement en France, hein, dans diverses régions de France, Cognac, Bordeaux, mais aussi le sud-est de la France. Et je travaille également avec des viticulteurs au Chili et en Australie. Euh, alors, est-ce que vous pouvez passer la diapositive? J'ai l'impression que ça marche pas, le clicker. Oui, merci. Donc Fruition Science est une entreprise spécialisée en viticulture de précision. Donc elle a été créée en 2009, donc depuis une grosse dizaine d'années maintenant, par Thibaut Scolache et Sébastien Payen, donc que vous connaissez peut-être. Et nous avons maintenant donc 3 bureaux d'ouverts, donc un bureau aux États-Unis, en Californie, et 2 bureaux en France, donc un bureau à Bordeaux et un bureau sur Montpellier. Et donc nous sommes présents un peu partout dans le monde, donc principalement Californie et France, mais nous avons aussi des viticulteurs au Chili, en Argentine, en Israël et en Australie. Donc quels sont les services que propose Fruition Science? Donc en fait, il faut vraiment savoir que la raison d'être de Fruition Science et le cœur de notre métier, c'est vraiment la donnée. Donc c'est-à-dire quelles données collecter, à quel moment collecter la donnée, quelles sont les données qui sont pertinentes à regarder et qu'est-ce qu'on peut apprendre de ces données, comment mieux comprendre le comportement de la vigne, ses interactions avec son environnement, ses interactions avec le climat. Voilà, et comment vraiment mettre en forme la donnée, la valoriser pour derrière pouvoir prendre des décisions, rationaliser nos décisions et surtout quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, c'est de pouvoir respecter le calendrier de la plante, c'est-à-dire vraiment de remettre toutes nos décisions dans un contexte plante pour respecter la plante et essayer voilà, au final d'augmenter qualité et rendement bien sûr de nos clients en respectant la plante avant tout. Voilà, donc fort de ces 10 années d'expérience et de notre expertise que nous avons réussi à déployer un peu partout dans le monde, en fait, nous avons abouti à mettre en place véritablement une méthode d'analyse de la donnée permettant de décrypter le millésime. C'est-à-dire qu'on a vraiment mis en place un cadre analytique spécifique qui permet pour chaque période du millésime de savoir quels indicateurs sont pertinents à regarder et comment s'en servir directement en temps réel pour moduler nos pratiques et nos interventions au vignoble. Voilà, et donc à Fruition Science, on a 3 multi-compétences. Donc on a des agronomes, des data scientists et aussi des web développeurs qui nous permettent vraiment d'avoir une compréhension fine de la donnée, de pouvoir l'analyser et aussi de pouvoir essayer de la modéliser. Voilà, et donc toutes ces données que l'on regarde en temps réel, donc il y en a beaucoup, elles sont diverses et variées. Et donc, en fait, on est arrivé il y a 5-6 ans à créer une plateforme sur Internet qui s'appelle 360 Viti, sur laquelle toutes ces données vont être centralisées. Et donc, chaque vigneron a accès en temps réel à sa donnée et peut suivre les indicateurs de performance
de ces vignes et ainsi adapter ces opérations. Donc, on nous a demandé de participer à cette conférence, voilà, pour un peu vous raconter ce qu'on avait pu voir et ce qu'on avait pu apprendre de la vigne au cours de nos 10 dernières années, sur tous ces différents terroirs que l'on suit. Et donc, notamment, pourquoi pas au Luxembourg, avec l'arrivée du réchauffement climatique, des vagues de chaleur qui se font de plus en plus ressentir. Voilà, et donc le but du jeu, c'est de vous partager un peu ce que nous, on a appris depuis 10 ans à travers les données qu'on a collectées là, au travers les 4 coins du globe. Voilà, et de pouvoir en discuter avec vous. Donc, je vais d'abord faire une présentation un peu théorique, mais importante parce que il faut vraiment faire attention à ne pas avoir de confusion dans les termes qu'on va employer et qu'on se mette bien tous d'accord sur la définition de chacun des termes. Et donc, d'abord, je voulais revenir sur la définition stress hydrique et consommation hydrique, qui sont deux choses différentes. Donc, la consommation hydrique, c'est vraiment la soif réelle de la plante, c'est-à-dire la quantité d'eau qui va être transpirée au niveau des feuilles par la plante. Donc, c'est combien d'eau la plante consomme. Donc, ça peut être une donnée qu'on va avoir par heure, une donnée qu'on va mesurer à la journée, cumulée sur une journée. Ma plante a transpiré 3 millimètres, par exemple. Voilà, donc c'est vraiment une quantité d'eau qui est évaporée par la plante au niveau des feuilles. Et donc, c'est la transpiration de la plante. Le déficit hydrique, ça va être le rapport entre la transpiration réelle de ma plante, c'est-à-dire sa consommation hydrique à la journée, par rapport à sa transpiration potentielle, c'est-à-dire la transpiration maximale qu'elle devrait avoir d'eau à la journée, n'est pas forcément un déficit hydrique par rapport à une vigne qui consomme 6 millimètres d'eau à la journée. Si la vigne qui consomme 3 millimètres d'eau, elle a une transpiration maximale de 3 millimètres d'eau, mais en fait, la transpiration qu'on mesure aujourd'hui équivaut à sa transpiration maximale. Elle ne peut pas transpirer plus. Donc, elle est en parfaite santé. La vigne qui transpire 6 millimètres, si sa transpiration potentielle, sa transpiration maximale est de 12 millimètres, ben, on comprend bien qu'en fait, elle transpire uniquement 50% de ses capacités maximales. Et donc, cette vigne-là est en déficit hydrique. Voilà. Et en fait, on parle de stress hydrique. Le stress hydrique, c'est en fait un niveau de déficit hydrique qui est atteint, un niveau de déficit hydrique seuil qui est atteint et qui est suffisamment important pour avoir des conséquences sur les performances de la plante. Et en fait, c'est bien le niveau de déficit hydrique et non la consommation hydrique qui va impacter la composition du fruit et du rendement. Par exemple, la vigne qui transpire 3 millimètres et qui est en confort hydrique tout le long de la saison, elle va sûrement avoir un rendement supérieur, des baies plus grosses que l'autre vigne que j'ai pris dans mon exemple qui transpire 6 millimètres au lieu d'en transpirer 12 et qui est en déficit hydrique tout au long de la saison. Peut-être qu'elle va mettre en place des baies plus petites, mais des baies qui seront sûrement plus concentrées, avec des précurseurs phénoliques plus importants, etc. Et donc, on voit bien que tout l'enjeu ici, ça va être d'adapter le niveau de déficit hydrique en fonction des objectifs de production que l'on recherche. La deuxième distinction qu'il est important de faire, c'est de distinguer la chaleur de la sécheresse. Alors, la chaleur, quand on parle de chaleur, en fait, on parle des conditions de l'air, d'accord? Donc, ce sont les conditions atmosphériques. Et lorsque on est en vague de chaleur, en fait, c'est qu'on a un air chaud et un air sec qui arrivent. Et ces deux composantes qui sont donc la température et l'humidité relative, en fait, elles peuvent être combinées dans un paramètre climatique qu'on appelle le déficit en vapeur d'eau ou le VPD. Donc, ce VPD, en fait, il s'exprime en kilopascal, c'est une pression. Et en fait, il représente la pression qu'il faut apporter à un volume d'air pour faire sortir la première goutte d'eau. Donc, en fait, plus mon air est chaud et sec, et plus je vais devoir apporter une pression importante pour faire se vaporiser la première gouttelette d'eau. D'accord? Lorsque ma vigne est soumise à un coup de chaleur, à une vague de chaleur,
Donc la demande en eau de l'atmosphère augmente, est plus importante. Et donc en réponse à cette augmentation, ma vigne va augmenter sa consommation hydrique. Donc je devrais mesurer une transpiration plus importante. Et lorsque l'on parle de sécheresse, on parle bien des conditions du sol. D'accord. Et donc on parle de sécheresse du sol lorsque la quantité d'eau au niveau du sol est déficitaire. Donc la chaleur peut, elle, induire un stress euh, thermique, tandis que la sécheresse induira, elle, un stress hydrique. Un stress thermique peut très bien être observé en l'absence de stress hydrique, c'est-à-dire que ma vigne peut avoir toute l'eau du monde à disposition. Si on a vraiment une atmosphère qui ressemble à un four, hein, très, très chaude et très sec, elle va pouvoir expérimenter un stress thermique et présenter des symptômes de stress thermique, c'est-à-dire brûlure des feuilles, brûlure des organes, des défoliations, etc., mais qui ne seront complètement indépendantes du fait qu'elle a de l'eau ou non dans son réservoir. Et bien entendu, on peut aussi avoir les deux effets combinés, et dans ces cas-là, lorsqu'on a un stress hydrique, ça va encore plus exacerber les effets du stress thermique. Et lorsqu'on parle d'irrigation, on parle bien d'apporter de l'eau au sol, c'est-à-dire de répondre à un besoin de sécheresse du sol. Et donc, c'est là où on voit que c'est vraiment indispensable d'être capable de distinguer le stress hydrique d'un stress thermique pour apporter de l'eau au sol quand il y en a vraiment besoin. Alors, donc, comme on l'a vu en première partie de ma présentation, donc c'est bien le niveau de déficit hydrique qui impacte la composition du fruit et du rendement. Et l'irrigation permet d'agir directement sur le niveau de déficit hydrique expérimenté par la vigne. C'est donc important de pouvoir le mesurer pour pouvoir irriguer en fonction des objectifs de production que l'on recherche. Donc, irriguer en fonction des objectifs de production que l'on recherche, ça veut dire irriguer au bon moment pour ne pas atteindre des niveaux de déficit hydrique trop importants, mais aussi être capable d'apporter le bon volume d'eau. Donc, je voudrais revenir ici sur le fonctionnement de l'eau dans la plante et sa circulation pour mieux essayer de comprendre quels vont être les effets d'une vague de chaleur et les effets d'une sécheresse du sol sur la circulation d'eau dans la plante et comment la plante va répondre physiologiquement à ces deux phénomènes différents. Donc en fait, il faut vraiment apparenter la plante à une tuyauterie, c'est-à-dire il y a un tuyau d'eau qui traverse la plante, qui va des racines jusqu'aux feuilles. Et donc ces tuyaux qui transportent l'eau, donc ce sont les vaisseaux de xylème. Et donc il y a une colonne d'eau ininterrompue entre les racines, la plante et l'atmosphère. Et en fait, pendant la saison, il y a deux forces simultanées et contraires qui vont tirer sur cette colonne d'eau. Donc ça va être le déficit en eau de l'air qui va tirer sur la colonne d'eau pour faire transpirer les gouttelettes d'eau dans l'atmosphère. Et aussi, si on a un sol qui est déficitaire en eau, il va y avoir une force opposée à la force du haut qui va essayer de faire sortir les gouttelettes d'eau de la vigne dans le sol. Et comme on l'a vu à plusieurs reprises, eh bien, c'est bien la sécheresse du sol qui doit dicter l'irrigation. Et donc, du coup, comment faire pour lorsque l'on fait une mesure sur la plante pour réussir à distinguer ces deux phénomènes? Si on prend l'exemple de la mesure du statut hydrique de la feuille, donc l'outil traditionnellement utilisé depuis de nombreuses années et encore utilisé aujourd'hui, c'est la mesure du potentiel hydrique foliaire qui se fait avec une chambre à pression. Donc un rappel de cette mesure, c'est qu'on vient prélever une feuille de la vigne, on l'insère dans une cuve hermétique et en fait on va venir appliquer une pression à l'aide d'un gaz et venir faire apparaître la première gouttelette de sève. Et au moment où on voit apparaître la première goutte de sève, on va noter la pression qu'on a dû appliquer pour faire apparaître cette première goutte. D'accord? Donc si on prend l'exemple de deux situations, donc la situation de gauche où il fait 30 degrés, je suis un jour d'été, on va dire, mais je ne suis pas soumise à une vague de chaleur particulière. La vigne a plein d'eau à disposition au niveau du sol et je vais réaliser une mesure de potentiel hydrique foliaire, donc sur une des feuilles de ma vigne. Et je vais peut-être lire des valeurs
comprises entre -6 et -10 bars, par exemple, qui sont des valeurs normales et qui ne sont pas inquiétantes en termes de déficit hydrique. Maintenant, je reprends cette même vigne qui a toujours de l'eau à disposition dans le sol, mais par contre, la vigne expérimente une vague de chaleur. Donc, on a un air qui est très très chaud, à plus de 40 degrés, et très sec. Et là, je vais venir faire la même mesure de potentiel foliaire. Et bien là, je vais lire des pressions de xylème beaucoup plus importantes, entre -10 et -15 bars, qui en général sont des signaux pour déclencher une irrigation, alors qu'en fait, ma vigne a toute l'eau qu'il faut dans le sol. Mais pourtant, je lis qu'il faudrait que je déclenche une irrigation. Donc, comment on explique ce décalage? Eh bien, parce qu'en fait, la pression du xylème que l'on va venir mesurer au niveau de la feuille à ce moment-là va intégrer l'effet de l'air et l'effet du sol. C'est-à-dire que la pression du xylème au niveau de la feuille va résulter à la fois du déficit hydrique perçu au niveau du sol et au niveau de l'air. C'est-à-dire que la pression du xylème, elle ne prend pas en compte que le manque d'eau au niveau du réservoir racinaire. Et donc, du coup, sur l'exemple de droite, on a un déficit en eau atmosphérique perçu par la plante qui est très important parce qu'on est dans un jour de vague de chaleur. Et donc, ça va en fait, en quelque sorte, fausser la lecture de la valeur du potentiel hydrique puisque la feuille sera beaucoup plus soumise aux conditions de l'atmosphère qu'aux conditions du sol. Voilà, donc la première conclusion à laquelle je voulais arriver, c'était que la pression du xylème au niveau de la feuille intègre l'effet de la teneur en eau du sol et de l'air. Et donc que les effets de la sécheresse du sol ne sont pas séparés des effets de coup de chaleur. Et donc là, bah, ça devient problématique pour piloter l'irrigation puisque on a bien vu que c'était le sol qui devait déclencher le besoin en irrigation. Première conclusion. Et la deuxième conclusion, c'est aussi que la mesure du potentiel foliaire un jour de vague de chaleur va pouvoir entraîner des surirrigations parce que va pouvoir indiquer que la vigne est en déficit hydrique alors qu'en fait, elle ne l'est pas. En cas de vague de chaleur, il peut se passer aussi un deuxième phénomène à l'intérieur de la plante. Donc si je reviens sur la plante qui est traversée par la colonne d'eau, hein, entre racines, plantes et feuilles, eh bien, en cas de vague de chaleur, la force qui va tirer sur la colonne d'eau au niveau de l'atmosphère va pouvoir être tellement importante, en fait, que cette colonne d'eau va pouvoir se rompre, va pouvoir casser à l'intérieur de la plante. Donc c'est lorsqu'il y a des bulles d'air qui apparaissent à l'intérieur des vaisseaux. C'est ce qu'on appelle le phénomène d'embolie. Et une fois que la colonne d'eau est rompue, eh bien, le vaisseau est rempli d'air et ne sert plus à faire circuler de l'eau. Et il faut savoir que ce phénomène de cavitation, il est irréversible jusqu'à la fin de la saison. Donc même si je viens irriguer derrière, mon vaisseau ne va pas se remplir d'eau de nouveau. D'accord? Et donc il y a une étude qui a été publiée donc, où ils ont mesuré les potentiels hydriques pétiolaires sur du Cabernet Sauvignon. C'est ce qu'on voit ici. Et en fait, pour des pressions déjà de l'ordre de moins de 12 bars, on mesure déjà que quasiment 50% des vaisseaux de la feuille ont cavité, ce qui est énorme. Donc, ça veut dire que petit à petit, au fur et à mesure dans la saison qu'il va y avoir des vagues de chaleur, de plus en plus de vaisseaux de feuilles vont se déconnecter un par un du reste de la plante et vont caviter. Et donc, une fois qu'une feuille est totalement coupée du reste de la plante, on se rend bien compte elle circule, il n'y a plus du tout d'eau qui circule à l'intérieur de cette feuille. Donc, elle se dessèche et elle meurt. Et ça entraîne derrière des défoliations euh, que vous avez sûrement pu observer. En fait, ce qui se passe, c'est qu'en cas de vague de chaleur, les feuilles vont vraiment agir comme des fusibles. En fait, si on fait une analogie électrique, euh, la tension, la force qui tire sur la colonne d'eau est trop importante et donc du coup, la plante va préférer sacrifier ses feuilles une par une pour préserver ses autres organes de cette cavitation qui, je le rappelle, est irréversible jusqu'à la fin de la saison. Voilà, donc heureusement, les vignes sont bien fichues, entre guillemets, et donc c'est le principe de la segmentation hydraulique où on va préférer faire caviter les feuilles pour protéger les autres organes. Donc même si on a déclenché une irrigation et même s'il y avait déjà une teneur importante dans le sol, si la vague de chaleur et si les conditions atmosphériques sont trop importantes, la feuille peut disjoncter du reste de la plante, peu importe la quantité d'eau dans le sol. Voilà, et donc ces effets de la cavitation, alors des fois, ils n'ont pas de conséquences sur la vigne, mais si on a vraiment des vignes qui expérimentent trop souvent des vagues de chaleur et qui cavitent beaucoup, qui sont très sensibles aux vagues de chaleur,
et bien, petit à petit, la plante va perdre progressivement sa capacité à transpirer et donc ça va impacter le refroidissement des feuilles, derrière la photosynthèse et ça va pouvoir provoquer par la suite des perturbations dans l'accumulation des sucres et puis même aller provoquer jusqu'à la brûlure des tissus qui ne seront plus refroidis, par la transpiration. Donc comment on peut distinguer l'effet de l'atmosphère de celui du sol et être sûr, de ce que l'on mesure et être sûr de pouvoir apporter de l'eau quand la plante en a réellement besoin et de ne pas avoir ces 2 effets un peu, qui se superposent. L'outil qu'on utilise depuis une dizaine d'années, maintenant, donc ce sont les capteurs de Fleetsets qui sont des capteurs installés directement au niveau du rameau de la vigne, et qui permettent de mesurer en temps réel le débit d'eau qui traverse la plante, c'est-à-dire sa transpiration. Donc, ils permettent de mesurer la soif réelle de la plante. Et surtout, c'est une mesure en continu, puisqu'ils sont installés à peu près de la floraison jusqu'au vendange. Et donc, on a une mesure par heure de la transpiration de la plante. Et donc, ils permettent au final d'obtenir ce qu'on appelle l'indice de confort hydrique, qui est en fait le ratio entre la transpiration réelle mesurée, que l'on mesure par ces capteurs de pixels, et la transpiration potentielle, la transpiration maximale de la vigne. C'est-à-dire que lorsqu'on a un indice de confort hydrique de 100%, là, ça veut dire que la transpiration réelle de la vigne que je mesure équivaut à sa transpiration maximale, donc pas de déficit hydrique. Et puis au fur et à mesure que le réservoir en eau du sol va se vider, la vigne n'est plus capable de transpirer ce qu'elle transpirait en début de saison, son maximum de transpiration, et donc on va avoir un déclin progressif de l'indice de confort hydrique. Et donc, voilà, maintenant on est capable en fait d'avoir des valeurs seuil de l'indice de confort hydrique. Par exemple, lorsqu'un indice de confort hydrique est compris entre 40 et 60%, ça représente un stress hydrique modéré. En dessous de 40%, on considère que la vigne expérimente un stress hydrique sévère. Voilà, et donc ensuite, tout l'enjeu va être vraiment de pouvoir venir piloter son irrigation avec ces indices de confort hydrique et d'adapter ces seuils en fonction des objectifs de production. Et donc l'indice de confort hydrique permet réellement d'analyser les effets de la sécheresse sur les besoins en eau sans les confondre avec ces effets coup de chaleur qu'on a vu plus tôt. Donc voilà pour la partie un peu plus théorique. Pour la partie un peu plus pratique maintenant, voilà, je voulais parler un peu des bonnes pratiques d'irrigation à adopter et d'où on a pu mesurer les effets et les conséquences depuis une dizaine d'années maintenant. Et donc, ce qu'il faut savoir aussi, ce qui est intéressant, c'est que comme on a pu aller déjà suivre des profils hydriques de vignes en Californie, au Chili, en Australie, on a déjà une idée de comment la vigne réagit aux vagues de chaleur, comment elle se comporte et comment on peut être capable, nous, derrière, de l'aider à surmonter ces vagues de chaleur, surmonter ces épisodes de sécheresse et comment on peut adapter nos pratiques. Et donc, c'est vrai que maintenant, on voit émerger de plus en plus en France et aussi au Luxembourg maintenant, des épisodes de coups de chaleur, des sécheresses qui sont de plus en plus longues et de plus en plus importantes. Et donc, c'est vrai que d'avoir déjà eu cette première expérience dans les autres terroirs du monde qui sont plus arides, ça permet vraiment d'aider en temps réel nos viticulteurs en France principalement euh, à faire traverser ces épisodes de la meilleure manière possible. Donc déjà, donc la première recommandation, vous l'aurez compris, c'est vraiment qu'il est très important de surveiller le déficit hydrique de l'eau et de l'air pour ne pas risquer des surirrigations en cas de vague de chaleur. Ce qu'on a appris aussi, c'est que c'était très mauvais de surirriguer la vigne et en fait, ça la rend encore plus sensible aux épisodes de vagues de chaleur. Une vigne qui a à disposition de l'eau tout le temps, va être beaucoup plus sensible à la cavitation, par exemple. Pour prendre un exemple, des vignes comme en Cognac, qui sont habituées à avoir un climat très humide, d'avoir de l'eau en abondance pendant toute la saison, bah, on a vu qu'en 2020 en France, c'était la première fois qu'on mesurait du déficit hydrique en Cognac, et bien les vignes n'avaient pas du tout cette même capacité à résister à la sécheresse et aux vagues de chaleur que des vignes que l'on mesure, que l'on suit en Californie, par exemple.
parce qu'elles étaient habituées à avoir tout le temps de l'eau et le jour où il n'y en a plus, eh bien, c'est là que ça pose un problème, en fait. Donc, je vais rentrer un peu plus en détail par la suite. En fait, donc, là où je veux en venir, c'est que il existe une résistance de la vigne face à ces vagues de chaleur. Alors, bien entendu, il y a un effet cépage, il y a un effet génétique. Il y a des cépages qui sont, de par leur génétique, plus résistants naturellement aux vagues de chaleur et à la sécheresse. Mais on est aussi capable, de par nos pratiques, de par l'environnement de la vigne, de l'entraîner à être résistante pardon, au stress hydrique et à mieux traverser les vagues de chaleur. Donc, quelles sont ces pratiques pour entraîner la résistance de la vigne? Donc, une des premières pratiques, ça va consister à supprimer ce qu'on appelle l'effet junkie, en fait, c'est-à-dire changer ses pratiques d'irrigation et ne pas droguer la vigne en quelque sorte en apportant des doses d'eau régulières, en fait. On va privilégier, mimer l'effet de grosses pluies ou d'orages pendant l'été qui vont apporter une grosse quantité d'eau, mais à une fréquence moins régulière. Donc voilà, on a vraiment mesuré, on a fait des essais et des tests en grandeur réelle. Et donc, c'est ce que, mince, pardon, j'ai oublié de changer le. Voilà, pardon. C'est ce que montre cette diapositive où vous avez l'indice de confort hydrique que l'on a suivi d'une vigne en grise, là, en couleur grise, où on lui a fait subir une seule grosse irrigation début juillet. Et donc, vous avez son indice de confort hydrique, on suit son profil de fin juillet jusqu'à fin août. Et à l'inverse, une vigne donc, qui est représentée par la courbe rouge, où on suit l'indice de confort hydrique, mais celle-ci, elle est soumise à des petites irrigations régulières de 6 millimètres toutes les 2 semaines environ. Donc, au final, on a apporté la même quantité d'eau à ces deux vignes, mais de manière différente. D'accord. Et donc, on voit bien que la courbe qui est en grise, eh bien déjà, elle est beaucoup plus souvent en moyenne dans un indice de confort hydrique satisfaisant, c'est-à-dire au-delà des 80%. Tandis que la vigne en courbe rouge, elle est plus souvent dans des zones plus critiques lorsque l'indice de confort hydrique atteint les 50%. Et on voit même qu'arrivé à la fin de la saison, euh, petit à petit, la courbe rouge, elle n'est plus capable de revenir à des indices de confort hydrique de l'ordre de 100%. Et donc la plante perd petit à petit la capacité à transpirer. Et deuxième aussi observation de ces courbes, euh, pendant qu'on faisait ces essais, en fait, il y a eu trois coups de chaleur différents qui sont intervenus aussi à intervalles réguliers, donc qui sont symbolisés par les flèches orange, donc le coup de chaleur 1, le coup de chaleur 2 et le coup de chaleur 3. Eh bien, on se rend compte en fait que les coups de chaleur sont plus dommageables sur la vigne qui est irriguée le plus souvent, parce qu'elle va être moins apte à transpirer et donc moins apte à répondre à ces vagues de chaleur. Et à chaque fois que les coups de chaleur se produisent, ils se produisent à un moment où la vigne expérimente un stress hydrique. Et donc là, en fait, on va avoir les deux effets, stress hydrique et stress thermique, qui se combinent en même temps. Et ça, ça a beaucoup plus de conséquences négatives sur le fonctionnement de la plante. Voilà, donc la première préconisation vraiment, c'est de changer ses réflexes d'irrigation, essayer d'irriguer le moins souvent en apportant des plus gros volumes, pardon, et aussi de retarder au maximum la première irrigation. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que la plante va même modifier l'architecture de ses vaisseaux. C'est-à-dire que si une plante se développe en ayant énormément d'eau à disposition, elle va mettre en place des gros vaisseaux de xylème avec un diamètre conséquent. Alors que si la plante se développe en étant déjà un peu contrainte dans, dans l'eau dont elle a à disposition, elle va mettre en place des diamètres de vaisseaux plus petits. Et en fait, plus les diamètres de vaisseaux sont importants et plus ils sont sensibles à la cavitation. Parce que plus l'apparition de bulles d'air à l'intérieur de ces vaisseaux va être facile. Donc, à l'intérieur même voilà, de l'architecture, la plante est capable de modifier et de s'adapter pour être plus résistante. Et c'est aussi pour ça qu'on préconise de retarder au maximum la première irrigation. Et donc,
Donc j'ai beaucoup parlé de l'irrigation pour se prémunir contre les stress hydriques. Mais que faire pour essayer de se protéger des stress thermiques qui en fait sont aussi tout dommageables au niveau de la plante. Et donc, pour rappel, la vague de chaleur, c'est un air chaud et un air très sec. Donc, une des solutions qui est employée et qui est déjà commercialisée dans les vignobles californiens notamment, en fait, ça va être la brumisation, c'est-à-dire qu'on va venir brumiser de l'eau au niveau de l'atmosphère, au niveau des vignes, pour essayer d'augmenter l'humidité relative de l'air et donc de faire diminuer le VPD, le déficit en vapeur d'eau de l'air, et donc d'abaisser l'intensité de la vague de chaleur. Je sais qu'il y a aussi des essais de brumisation qui ont été faits, qui ont été mis en place en France. Bon, le principal problème pour l'instant, c'est que ça apporte énormément d'humidité, notamment sur les feuilles, et donc du coup, c'est la gestion des maladies qui est rendue un peu plus compliquée avec cette solution. Mais ça montre quand même ça a des bons résultats. Une autre solution que je ne vous présente pas ici, mais c'est aussi des solutions d'ombrage. En fait, on va venir faire de l'ombre au niveau des vignes pour essayer de diminuer aussi cette demande climatique et abaisser l'intensité des vagues de chaleur. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour la présentation. Il y a des questions. Deux questions. Je peux y aller. Donc, la première question, c'est quelles mesures sont appliquées quand le sol n'a pas une structure homogène? C'est-à-dire quand le sol n'a pas une structure homogène? Oui, je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut dire exactement avec les structures homogènes. Ils sont en train de réécrire. Non? D'accord. Bon, entre-temps, j'aimerais bien poser une autre question. Et si une vigne il a été jamais irriguée, quelles sont les mesures qu'on doit faire ou les soins qu'on doit prendre pour commencer à irriguer? Alors, déjà, je pense que la première chose à faire, c'est d'essayer d'évaluer la consommation hydrique de ces vignes pour déjà mettre en place un système d'irrigation qui soit correctement dimensionné, et bien identifier aussi les zones qui sont prioritaires pour l'irrigation et s'assurer que les symptômes qu'on a vus, c'est vraiment des symptômes de stress hydrique et pas de stress thermique. Donc, faire attention à ne pas confondre vague de chaleur et sécheresse. Et ensuite, surtout, ne pas pratiquer des petites irrigations qui feraient remonter les racines en surface, et ce n'est pas du tout ce qu'on cherche à faire. Donc là encore, ça serait d'apporter des grands volumes d'eau, mais espacés dans le temps et réellement quand la vigne en a réellement besoin. Concernant, après, je ne sais pas si vous voulez que je parle plus des systèmes d'irrigation ou ce genre de choses, mais nous, ce qu'on recommande, c'est plutôt le goutte-à-goutte aérien. C'est plus facile à gérer en termes de fuite, de regarder, à maintenir. Goutte à goutte aérien, c'est pas mal. Et puis, si vous êtes sur un vignoble en pente, bah, bien entendu, faire attention à ce que les peignes pour l'irrigation soient placées en haut de la pente pour être sûr que l'eau irrigue tout l'ensemble de la parcelle. Mais sinon, oui, le premier conseil, vraiment, le premier point de vigilance, c'est de ne pas faire des petites irrigations qui risqueraient de faire l'effet contraire, en fait. Oui, justement, ça revient la question. Ça revient la question de la structure. Donc, il parle des sols profonds, riches en matière, avec des endroits un peu pauvres. Ça veut dire qu'il y en a des endroits qui vont être riches en matière organique et des autres où il manquera justement de matière organique. Comment est-ce qu'on doit aborder cette différence structurelle des sols? Oui. Sur l'irrigation, ça veut dire sur une même parcelle, on a une grosse différence, il y en a un changement des sols. Oui, alors c'est vrai que les capteurs de flux de sève, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'on les positionne sur 2 vignes sur une même parcelle. Donc, on ne va pas pouvoir aller mesurer le statut hydrique de chaque pied de la parcelle, ce n'est pas possible.
Donc du coup, on va essayer de prendre des pieds de vigne qui sont représentatifs de l'ensemble de la parcelle. Et après, en fait, l'effet du sol est compris indirectement dans la mesure de la transpiration, de ce qu'on mesure de la plante. Et bien entendu, on va chercher sur des sols qui vont se dessécher très rapidement. On va peut-être réduire l'espacement entre deux irrigations pour éviter que le sol se dessèche de manière trop profonde, et on devrait ramener une quantité d'eau plus importante pour tout réhumidifier. Donc c'est important en effet de prendre en compte la texture, les composants du sol, mais en fait indirectement ces effets-là ils sont mesurés lorsqu'on mesure la consommation hydrique de la vigne à travers la mesure du flux de sève. Merci, et j'espère que ça a été répondu bien. Sinon, on aborderait en échange par chat un peu plus approfondi la question des différents sols. Et après, on a une autre question. C'est laquelle? Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'elle dit. Wir haben eine weitere Frage. Ich hoffe, die Übersetzer sind da. Soll man bei den Jungpflanzen warten mit dem Bewässern, ist eine Frage. Il faut attendre avant d'arroser les jeunes plantes dans la vigne. C'est une question, est-ce qu'il faut attendre avant d'arroser les jeunes plantes dans la vigne? C'est ça la question? Oui, c'est ça la question. Combien de temps il faut attendre pour arroser les jeunes plantes? Je ne sais pas, pour être honnête, répondre à cette question, parce qu'on met en place le flux de sève sur des vignes qui sont déjà irriguées et déjà en production depuis minimum 2-3 ans. Ce qui est sûr, c'est que les jeunes plantes ont quand même besoin d'eau pour s'implanter, mais encore une fois, ne pas surirriguer pour être sûr qu'on a un développement des racines en profondeur et non pas en surface, quoi, en horizon superficielle. Ok. Merci beaucoup. Merci, Madame Garnier. Merci à vous. Voilà, an lo eng klein Paus vor 5 Minuten, an dafür wir weiter 11:30. Merci. How can agricultural innovation be taken to the next level? A highly efficient, reliable, and intelligent tool is the key. This is the DJI Agris T16. The Agris T16 was designed from the ground up. It features 6 rotors, an RTK dual redundancy system, and an avionic redundancy system. It has a payload of up to 16 liters, a spray rate of up to 4.8 liters per minute, and 8 sprinklers work perfectly with the downward airflow, resulting in an impressive spraying effect. It has a spray width of 6.5 meters, which can cover an area of 10 hectares per hour. The multi-aircraft control mode functions with the FPV camera as well as an HD video transmission system with a range of up to 3 kilometers, ensuring flight safety and boosting spraying efficiency. Thanks to the all-new modular design of the T16, both the spray tank and batteries are easily swappable, which significantly improves operational efficiency. Its core module has a rating of IP67, making it easy for maintenance. The foldable aircraft arms are convenient for storage and transportation. A new battery management system and a 2600-watt 4-channel intelligent battery charger increase charging cycles by 100%. When flying in complex farmland environments, the onboard DBF imaging radar empowers the aircraft to fly over varying terrain intelligently. When encountering an obstacle, the
the T-16 detects the obstacle's orientation and the distance to it, automatically planning a flight path to circumvent the obstacle. Pilots can view the live video feed and adjusted route on their remote controller. After circumventing the obstacle, the T-16 will automatically resume spraying. To target unevenly distributed fruit trees and varying heights, the T-16 comes equipped with intelligent solutions. With the Phantom 4 RTK, users can perform centimeter-level scanning of the orchard. Then, DJI Terra conducts 3D mapping of the scanned area. With its AI technology, Terra can also generate 3D flight paths for more efficient planning. With the help of the RTK centimeter-level positioning system, the T-16 is capable of flying precisely along flight paths while accurately adjusting its spray rate according to tree distribution, reducing the pesticide dosage. The DJI Agris T-16 delivers more efficient, reliable, and intelligent solutions, pushing the boundaries of crop protection. It lifts agricultural efficiency to new heights, opening more possibilities for the future of agriculture.